Maître, nous vous écoutons. Une grande propriété implique de grandes responsabilités. Mais voilà que cette propriété est détournée, altérée, sabotée par un tiers secrètement tapis dans l'ombre, celui que vous ne saurez soupçonner. Si bien qu'une catastrophe se produit, cause le malheur d'un innocent et vous incrimine par la même occasion. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, dès lors peut-on réellement affirmer que cette responsabilité nous incombe? C'est le vice, la curiosité, les pulsions bravant les interdits qui nous animent et causent à ce jour la perte d'un homme, accusé à tort d'un préjudice dont il n'est pas l'auteur. Une petite soirée mondaine, arrosée, sous les discussions, les rires et les conversations pompeuses de toute l'élite lycéenne qui est rassemblée ce soir. Parmi eux, un homme se distingue des foules, Ronyzark, un brillant inventeur dont le génie n'a d'égal que son ego. Il vante richement les mérites de sa toute dernière invention, une armure métallique capable de voler à une vitesse supersonique, lui conférant une rapidité et une force surhumaines. C'est dans toute l'entreprise de son génie que notre inventeur attise la curiosité, la fascination de tout ce beau monde, notamment d'un homme, Ricknury. Ricknury est un bon ami à Ronyzark, mais la curiosité maladive de ce dernier ne tarda pas à tourner à l'obsession. Il devait voir de ses propres yeux cette invention. Ronyzark connaît assurément le brio et l'ingéniosité de son armure, mais il en connaît aussi les dangers. Il faudra me passer sur le corps pour quiconque n'accède à mon laboratoire. La sécurité avant tout, disait-il. Mais, entre deux coupes de chardonnay, les vapeurs de l'alcool vous enivrent. On discute allègrement, on rit à gorge déployée. Et dans toute cette allégresse, Rony ne sent pas le regard pesant de son ami, qui, en dépit des interdictions formelles, va braver l'interdit, le faire boire à profusion, jusqu'à ce que ce dernier perde totalement le contrôle. Ricknury s'introduit sournoisement dans son atelier après avoir pris soin de lui dérober les clés. Il enfile l'armure, et par mégarde, il désactive le système de sécurité. Le lendemain, après s'être remis de cette soirée de débauche et d'excès, Ronyzark reprend possession de son précieux. Il s'envole chatouiller le ciel, virevolter, mais la redescente est brutale. Rony se crache. Son travail d'orfèvre, le projet d'une vie, se démantèle brutalement contre la voiture de ce taxi qui réclame aujourd'hui l'indemnisation du préjudice matériel et engage de facto la responsabilité de Ronyzark. La vie est ainsi faite, une suite de conjonctures, un écoulement de minutes, de secondes, et voilà que certains drames s'invitent, sans prévenir, et causent le malheur d'un innocent qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Sur le fondement de l'article 1240, ma consoeur engage la responsabilité de Ronyzark au vu du préjudice subi par Stéphane Grotscher. Or, l'article oblige celui par la faute duquel est arrivé le dommage à indemniser la victime. Il s'agit donc ici de déterminer la faute originelle du dommage. Et pour ce faire, remontons chronologiquement à l'origine du préjudice, le moment clé, l'instant de dénouement. Celui qui, par un moment d'égarement, une fausse manipulation, a scellé le destin de ces deux hommes. Le véritable auteur de la faute, messieurs, n'est autre que Ricknury, qui, en désactivant le système de sécurité, a engendré la perte totale du contrôle du pilotage de l'armure et ce qui, in fine, a causé le préjudice de Stéphane Grotscher. Qui plus est, l'article 1240 implique la faute intentionnelle, la volonté de causer un préjudice à la victime. Cependant, l'espèce, il n'en est rien. Bien au contraire, c'est pour protéger le pays, la nation, nous dit-on, que Rony, sous la requête du chef de l'État lui-même, a mis au service de la défense nationale son génie. C'est dans le but de protéger la société, cet homme même, qui était à l'intérieur du taxi, que cette armure a été conçue. Et pourtant, elle cause aujourd'hui le malheur de son inventeur et de la personne qu'elle se devait de protéger. Alors, si le paradoxe a de quoi faire rire les plus cyniques, il n'y a aucunement intention de causer le préjudice de Stéphane Grotscher. Reste alors la responsabilité quasi-délictuelle, au sens de l'article 1241, qui s'applique lorsque le dommage résulte de l'imprudence, de la négligence de l'auteur. Imprudence, négligence, peut-on oser parler d'imprudence, de négligence, quand il nous est spécifiquement et longuement d'ailleurs précisé
que le laboratoire de Ronizac se situe au sous-sol de sa maison, fermé à double tour par une serrure dont lui seul possède les clés, ce dernier ayant formellement interdit au préalable tout accès à son atelier. En somme, c'est tout un arsenal sécuritaire que M. Zark a mis en place pour veiller, comme à son habitude, à la sécurité d'autrui. De sorte qu'imprudence et négligence sont aux antipodes des valeurs de M. Zark. Enfin, l'article 1240 suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage. Dans un cas similaire, la Cour de cassation, par un arrêt du 20 juin 2002, considère le lien de causalité entre le fait de faire boire de l'alcool à des individus et le décès déduit de ces personnes suite à un accident. Elle précise donc que tout antécédent sans lequel le dommage ne serait pas advenu doit être considéré comme la cause du dommage. Mais qui a fait boire Ronizac ce soir-là? C'est bien Raignery qui s'est empressé de profiter de l'état d'ébriété du propriétaire pour pénétrer dans son atelier à son insu. L'antécédent est donc clairement identifié. Il s'agit une fois de plus des agissements de Raignery. Remontons à présent le temps, s'il vous plaît. Soirée mondaine, arrosée, chacun rit à gorge déployée, toute l'élite CN est présente. Toute, sauf Raignery. Ronizac boit modérément, il vante les mérites de son invention, comme à son habitude. Les invités quittent finalement la soirée, notre inventeur se couche, le collier de clé à son cou, se lève de bonne heure et s'envole aussitôt sans le moindre accroc. Il n'y aurait donc jamais eu de préjudice sans les agissements douteux de Raignery, de sorte qu'il faut apprécier l'absence de causalité entre la faute et le préjudice. En définitive, ni la faute, ni même le lien de causalité n'est caractérisé au sens des articles 1240 et 1241. De sorte que l'argument de mon contradicteur n'est pas recevable. La vie est une suite de conjonctures, un écoulement de secondes, de minutes. Mais vaut-elle la peine d'être vécue, si dès que l'on sort de chez soi, le risque nous guette à tous les coins de rue? Mais c'est la société entière qui plonge dans une paranoïa aiguë, où chacun s'épie, s'effleure, vit dans la crainte permanente de causer un jour, par mégarde, le préjudice de son prochain. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, il s'agit de sortir de cette logique indemnitaire. Engager la responsabilité d'un innocent à tout va, hurler à l'indemnisation du préjudice, à qui veut bien l'entendre, pour des sommes tout à fait excessives. On nous demande 43 000 € de réparation d'un préjudice dont ni la faute ni le lien de causalité n'est établi. En somme, la seule faute de Ronizac est d'avoir fait aveuglement confiance à un ami, sans jamais douter de sa bienveillance. Et si le sort de cet automobiliste est malheureux, il serait d'autant plus regrettable de créer une deuxième victime. Sur le fondement principal de l'article 1240 et 1241 du Code civil, je demande le refus de la demande de réparation du préjudice. Et je demande à titre accessoire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 240 € et 1 centime pour les dépens. De son côté, Ronizac s'est éloigné de Raignery. Il a repris contact avec de vieux amis à lui, Peter Parker, Bruce Baker, Wonder William. Chaque jour, il s'efforce de servir son pays et de veiller à protéger tous ceux qui l'entourent, comme il l'a toujours fait. Ronizac n'est pas un héros, mais voilà que les faux pas d'un autre lui collent à la peau.